Météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le camp Esmonin à Grenoble a été évacué ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues dès 6 h dans ce bidonville où vivaient près de 400 personnes, essentiellement des Roms. Ils étaient 150 au moment de l'évacuation. C'est la suite logique d'un arrêté d'expulsion pris par le maire Éric Piolle. Désormais, les associations posent la question du relogement de ces familles. Et puis dans le troisième épisode de notre série consacrée à la randonnée, nous verrons que les refuges de haute montagne peuvent être très confortables et bien équipés, le tout avec une bonne table. C'est le cas dans les Hautes-Alpes sur le célèbre GR5, un refuge 3 étoiles situé au-dessus de Névache. Enfin, nous irons à Annecy où se déroule le tournoi des Petits Princes du Lac. Cette compétition est réservée aux jeunes joueurs et accueille des délégations venues du monde entier et même du Japon car ce tournoi est désormais inscrit au calendrier international. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra notamment sur la candidature de Michel Platini à la présidence de la FIFA. Il avait laissé planer le suspense pendant plusieurs semaines. Une décision mûrement réfléchie, dit-il. Mais d'abord, je vous le disais en titre, l'évacuation du camp Esmonin a donc eu lieu ce matin à Grenoble. Elle s'est déroulée dans le calme sous l'œil des riverains satisfaits et des associations inquiètes pour l'avenir de ces familles provenant essentiellement de Roumanie. Grégory Lespinasse, Johan Etienne. Un important dispositif de sécurité déployé pour évacuer ce qu'on appelle depuis quelques mois à Grenoble le bidonville Esmonin, du nom de l'avenue sur laquelle ont fleuri ces campements. Depuis 1 an et demi, plus de 400 personnes vivaient ici dans une situation de grande misère, dans un quartier où les tensions étaient devenues palpables. Il faut que ces personnes, si on veut les accueillir, soient accueillies au niveau de l'agglomération et au niveau de la ville. Il n'y a pas que le quartier sud, secteur 4. Il y a le nord de Grenoble, il y a le centre-ville, il y a pas loin de la mairie. Si le maire veut les avoir proches de lui pour s'en occuper, qu'il en prenne aussi, qu'il montre l'exemple. Il y a 2 jours, le maire Éric Piolle a donc pris un arrêté municipal pour faire évacuer le bidonville. Le préfet avait dit dès le départ qu'il n'y aurait pas d'intervention avant la fin de l'année scolaire pour permettre aux enfants scolarisés d'aller jusqu'au bout. Et donc là, pendant l'été, pendant la période effectivement des congés scolaires, c'était le moment pour intervenir. Mais ce matin, il n'y avait plus que 150 personnes, laissant supposer que le reste du camp a fui avant l'arrivée des forces de l'ordre. Sur ces 150 personnes, 5 ont été emmenées en centre de rétention. 50 personnes sont prises en charge par la ville et 90 par l'État, mais dans une situation qui inquiète les associations. Qu'une partie seulement des habitants qui vont reloger. À peu près 120, 130. Autrement dit, il y a quand même encore une partie importante des occupants de ce lieu qui vont être peut-être logés 3-4 nuits dans un hôtel pour qu'il ne soit pas dit qu'ils soient à la rue dès ce soir, mais qu'ils seront à la rue quand même dans 3 ou 4 jours. En fin de matinée, l'évacuation avait pris fin et le campement a été rasé. La justice a annoncé son intention de clore l'enquête non résolue sur la disparition de Cécile Valin. La jeune femme avait 17 ans lorsqu'elle a disparu en juin 1997 à Saint-Jean-de-Maurienne. De son côté, son père refuse toujours de baisser les bras. Claudine Longhi, Jean-Christophe Solari. C'est lundi que maître Cathy Richard, l'avocate du père de Cécile Valin, a été convoquée au tribunal de grande instance d'Albertville où la juge d'instruction lui a exprimé son intention de clore le dossier de la disparition de la jeune fille. Pour un juge d'instruction, sans instruction à mener, un dossier doit être clôturé. Et c'est ce que nous a expliqué Mme Bourrier-Noël qui nous a dit « là, c'est le bout du bout ». Le non-lieu dans cette affaire est inévitable. Une fois que le juge d'instruction a pris la décision de clore l'information, il reste cependant un délai procédural pendant lequel il est encore possible d'agir. Et l'avocate lance un ultime appel. Forcément, il y a la personne qui est sans doute à l'origine de la disparition de Cécile qui sait ce qui est arrivé. Mais cette personne, elle a des proches. Et quelqu'un, au moins une personne, voire plusieurs, savent ce qui est arrivé à Cécile. Ces personnes-là doivent parler. Il faut savoir que la non-dénonciation de crime, elle est punie par la loi. Mais le fait de dénoncer tardivement n'est pas puni par la loi. Il faut absolument que quelqu'un parle aujourd'hui.
Cécile Valin avait 17 ans lorsqu'elle a disparu le 8 juin 1997 après avoir été vue pour la dernière fois le long d'une route à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne. D'importantes recherches avaient alors été entreprises jusqu'à l'utilisation en 2008 d'un géoradar capable de sonder les sols sur l'autoroute A43, en chantier à l'époque de la disparition de la jeune fille. Depuis, 6 juges d'instruction se sont succédés sur ce dossier. Aujourd'hui, Jonathan Oliver, le père de Cécile, refuse de s'arrêter là. Je ne peux pas me résoudre à la clôture du dossier. Parce que ce serait comme si on éteignait quelque part l'espoir de savoir ce qu'est devenu Cécile. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Le deuil, de toute façon, est impossible, puisque quand on ne sait pas, on ne peut pas faire le deuil. Par contre, on peut maintenir le dossier ouvert. Le temps est pourtant désormais compté. Sans nouvel élément, l'enquête se terminera par un non-lieu dans les prochains mois. En Isère, un homme d'une 50aine d'années a été grièvement blessé à l'arme blanche suite à une bagarre qui s'est déroulée dans une maison à Vinay cet après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est son fils âgé d'une 20aine d'années qui lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Ce dernier aurait ensuite tenté d'étrangler sa mère. Le jeune homme a été interpellé. Le Beaujolais souffre parfois d'une mauvaise image et les ventes s'en ressentent. Alors pour séduire et convaincre de nouveaux consommateurs, un producteur a décidé de sillonner la France en bus pour prêcher la bonne parole et faire goûter son Beaujolais. Yael Marie, Pierre Lachaud. Dans la soute, des cartons de vin à la place des valises. Thierry Saint-Cyr est vigneron dans le Beaujolais. Plusieurs mois par an, il prend la route pour vendre sa production partout en France. Ce qu'il y a, c'est qu'on passe pas inaperçu Avec ce tourbus, il servait de caravane à un champion de moto. Le voici Cavobus, ambassadeur du Beaujolais. Souvent, quand on arrive sur des dégustations, que les gens connaissent peu le Beaujolais, des fois on nous pose des questions, mais c'est pas l'époque du Beaujolais. Au cœur de l'été, tordre le cou aux idées reçues. Ce jour-là, Thierry s'installe dans un camping de la région, une dégustation au plus près des touristes, des consommateurs. Ce car m'a intrigué, je sais pas, moi, je croyais que c'était je sais pas quoi, mais je ne pensais pas que c'était une dégustation de vin. Bonjour. You taste wine? Et ces touristes hollandais se laissent embarquer. Dans leur verre, du Beaujolais blanc, la découverte est totale. Oui. Première fois, le blanc. C'est bien? Dans un fauteuil, presque comme à la maison, la rencontre avec le viticulteur est appréciée. Très original. Oui, c'est très original. Oui. Pour une fête, c'est comme une fête, une partie. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a certains qui montent dans le bus avec beaucoup d'a priori sur le Beaujolais. Et quand ils redescendent du bus, ils me disent vous m'avez réconcilié avec le Beaujolais. J'ai même vu des gens qui sont montés dans le bus et j'ai entendu la dame qui m'a dit de toute façon on n'achète rien. Et en sortant, ils ont acheté 3 cartons. La vente directe, le credo de Thierry et sa femme depuis 15 ans. Les années fastes de l'appellation sont loin, alors il diversifie les points de vente, capte la clientèle sans attendre les visites au caveau familial. Le bus, un pari commercial gagnant. On se déplace pas mal, notre fils développe un peu l'export, donc on arrive de plus en plus à vendre notre production nous-mêmes. Et puis j'espère bientôt qu'il y aura un caveau pour le bœuf, un caveau pour le lait, et puis vive le circuit court. Merci. La recette est payante. En 6 mois, les vignerons ont déjà doublé leur chiffre d'affaires prévu cette année. Suite de notre série consacrée aux nouvelles tendances de la randonnée. Ce soir, direction les Hautes-Alpes pour visiter un refuge. Vous allez le voir, tourné vers le confort et la gastronomie. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran et Mélanie Ducré. La haute vallée de la Clarée, au-dessus de Névache, dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, avec Delphine de l'association GTA, nous allons découvrir un refuge 3 étoiles à plus de 2000 mètres d'altitude. On va au refuge de Buffère, un ancien chalet d'alpage qui a été rénové. C'est un refuge qui a tout misé sur le confort avec des chambres, des douches. Et oui, désormais, le refuge n'est plus seulement une étape, mais de plus en plus l'objectif même de la randonnée. À Buffère, certains y montent rien que pour manger, que dis-je, déguster la cuisine raffinée de Nadette. On aime manger sainement, on consomme des produits biologiques et on se dit que au refuge, on le fait aussi pour les gens que
que l'on accueille, parce que ce qui est important pour soi, ça l'est aussi pour les autres. Et si on veut être bien avec ce que l'on fait, eh bien, il faut aussi cuisiner dans son art de vivre. Une fois par semaine, à bord de son engin tout-terrain, Claude descend jusqu'à Briançon pour faire ses courses chez des producteurs locaux. La cuisine suréquipée tourne au gaz, acheminée à Buffère par hélicoptère. Les refuges de montagne, Jean, il les fréquente depuis un bout de temps. Côté gastronomie, pour lui, non, c'était pas mieux avant. On mangeait essentiellement des choses qui n'étaient pas périssables. Des jambons qu'on pouvait garder pendant 6 mois, des fromages comme les Beaufort ou des choses comme ça, ou les gruyères, mais jamais de choses de qualité. Il n'y avait pas des cartes comme ça. En ce moment, il y a une petite particularité, c'est qu'on accueille une expo qui illustre les 25 ans de la cabane. Cet ancien chalet d'alpage, Claude et Nadette, en 25 ans, le reconstruit totalement. Petit salon. Dans le petit salon, repos, on peut bouquiner. Vas-y. Ah, tu vois, ça c'est la panoramique, en fait. C'est une Buffère, comme dit Claude, c'est l'antithèse du dortoir. 3 salles de bain pour 30 places, en chambre de 6, 4 ou même 2 personnes. Bain, ouais, avec une douche, une petite vasque. Vue sur la montagne, vue sur le vallon toujours. Pour chauffer tout ça, y compris l'hiver, Claude turbine l'eau du torrent. Claude est bricoleur, ça c'est clair. Mais le chef-d'œuvre du bâtisseur, le voilà. Le chalet d'été, 12 places de plus, une réplique d'ancien en Mélèze, s'il vous plaît. Ah bah tu vois, c'est le but. Un petit salon. Voilà. Tout ça pour 41 € la demi-pension, quelle que soit la chambre. Si tu viens en famille, tu viens avec tes enfants, tes petits loups, tu donnes envie de faire autre chose. Donc quelque part, on est le tremplin pour la haute montagne, tu vois. Donc si d'entrée dans un refuge comme ça, c'est froid, c'est humide, tu manges pas bien et tu dors mal, je pense que c'est fini pour la suite, quoi. Donc là, tu suscites un peu l'envie, quoi. Ça aussi, ça fait partie du challenge. Demain, direction la Vanoise, en passant par le Tabor. Au refuge Iremaggi, dans la vallée étroite, on joue la carte de l'animation musicale. C'est l'apéro saxo de Renato. C'est un coup dur pour Christophe Lemaître. Le Savoyard déclare forfait pour le 200 mètres du meeting de Stockholm qui débute demain, et ce en raison d'une blessure. Objectif aujourd'hui, se rétablir en vue des mondiaux de Pékin qui débutent fin août. Françoise Gay, Jean-Pierre Rivet. Normalement, il aurait dû s'aligner sur le 200 mètres de la Ligue de Diamant ce jeudi à Stockholm. Mais aujourd'hui, il est toujours chez lui, à Aix-les-Bains. L'exercice, c'est vraiment de la rééducation pour éviter la récidive. Récidive, car sa blessure au fessier gauche lui joue de mauvais tours. Apparue pour la première fois lors de l'échauffement de l'Euro le 21 juin dernier, elle lui a déjà fait manquer les rendez-vous de Paris et de Londres. Une blessure pourtant inhabituelle chez un sprinter. Le muscle fessier est un muscle très résistant, donc on ne s'attend pas à ce que ça un muscle qui craque, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez inhabituel. Ouais. Ponctuellement, la douleur disparaît. Et le 12 juillet, lors du championnat de France, le jeune Haut-Savoyard décroche le titre du 200 mètres. Mais louper 3 compétitions à un mois des mondiaux de Pékin, dur quand on vise la plus haute marche du podium. La compétition commence à me manquer un peu, donc forcément j'avais envie de courir pour retrouver la compétition, me remettre dedans, me remettre dans le bain et pas rester ici à faire de la rééducation à cause d'une blessure. Donc c'est ça que la compétition, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait l'envie d'aller aux entraînements, de nous entraîner si dur, c'est pour pouvoir courir aux compétitions et surtout d'être performant. Prenant son mal en patience, le jeune sprinter enchaîne donc repos, rééducation et entraînement sous vigilance. Quant au mental, ouais, le mental reste au bon. Je sais très bien que après 2 semaines de blessure, j'ai réussi à faire le minima pour le championnat du monde. Donc je suis confiant et je pense que ça peut quand même aller vite lors de ces championnats. Les mondiaux de Pékin débutent le 22 août. C'est le grand objectif de la saison à ne pas rater.
Roger Federer, Amélie Mauresmo, toutes ces stars du tennis ont un jour participé au 28e tournoi des Petits Princes du Lac, organisé par le Tennis Club d'Annecy. Cette compétition est réservée aux joueurs de 14 ans et moins. Cette année, parmi les 180 compétiteurs, une dizaine de délégations étrangères sont présentes. Jean-Christophe Pain, Florine Hébert. Ils sont très jeunes, mais certains ont déjà l'étoffe des champions. Léa, 14 ans, en classe de 3e à Vendôme, rêve de briller comme son idole Nadal. Le tennis remplit sa vie depuis l'âge de 6 ans. Pour moi, c'est tout parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer là-dedans. Donc ça marche bien scolairement pour Léa, on la laisse aussi continuer dans le tennis qui est sa passion. Mais voilà. Obligé d'être bon élève. Voilà. Voilà, exactement. Maman garde la tête froide. Elle a sans doute raison, tout le monde ne devient pas champion. Mais beaucoup de stars du tennis d'aujourd'hui sont passées par les Petits Princes d'Annecy. J'ai eu la chance de connaître de grands joueurs, puisque j'ai eu Roger Federer, qui avait terminé 28e sur 32, parce qu'à l'époque, on jouait les matchs de classement. De surprise, hein, il n'était pas si bon alors. Ouais, non, mais il était déjà d'un tempérament fabuleux. Amélie Mauresmo, dont je garde un merveilleux souvenir. Il y a eu Berdych, il y a eu André Meuret. Pour la première année, les Petits Princes d'Annecy sont officiellement inscrits au calendrier international. C'est la première occasion pour un jeune joueur de marquer des points. Une raison de plus pour le jeune Mitsui de faire le voyage depuis le Japon. À cet âge, oui, il joue bien, mais ça change tous les jours. C'est pour ça que nous voudrions rester plus longtemps en Europe, faire plus de tournois, acquérir plus d'expérience. Les Petits Princes d'Annecy, c'est jusqu'au 1er août, en extérieur au Tennis Club des Marquisats, si le ciel le permet. Avant de terminer ce journal, je vous propose de découvrir un livre émouvant écrit par d'anciens élèves d'une école grenobloise, l'Externat Notre-Dame. L'ouvrage se veut un témoignage fort sur cet établissement religieux qui a vu se succéder dans ses classes des milliers de jeunes. Denis Vigneault-Duguet et Antoine Marnas. C'est au 8 rue Pierre Duclos à Grenoble que l'on retrouve discrètement encastré entre des boutiques l'entrée mythique du vieil externat Notre-Dame. Au-dessus du porche du XVIIIe siècle, le blason accueille le visiteur par une devise en latin. Iter paratutum. Il faut avoir fait du latin, ce qui n'est plus à la mode, mais ça veut dire quand même un chemin pour tous. En d'autres termes, cette école a été pour tout le monde, et c'est si vrai qu'on a vu dans nos générations d'élèves des gens de tous milieux sociaux, de toute provenance, qui venaient ici attirés par l'éducation que nous avons reçue. Christian Delafont fait partie de ces nombreuses générations qui ont fréquenté le respectable établissement pendant toute leur jeunesse. Pour eux, l'externat n'est pas qu'une école, c'est une tranche de vie en communauté. Des rires, des larmes et surtout des valeurs. On y apprend à se connaître, à connaître les autres et à se respecter, un apprentissage de la vie. Avant de se séparer le bac en poche, Christian et ses camarades font le serment de se retrouver tous les 10 ans, puis tous les 5 ans, et finalement, ils décident, avant que ne survienne l'oubli du vieil âge, d'immortaliser leur vécu exceptionnel. On va faire beaucoup mieux que ça. On va essayer de laisser la trace de ce passage à nos enfants, voire nos petits-enfants. Et puis, l'un d'entre nous, c'est moi en l'occurrence, j'ai souhaité qu'on aille au-delà de mémoire habituelle pour que chacun dise finalement, parmi ce que j'ai reçu de meilleur, il y a eu des valeurs, et grâce à ces valeurs, ça m'a permis de m'engager dans la vie. Et c'est comme ça qu'on constate que dans cette promo, on a des gens très engagés sur tous les plans. Après avoir préparé à la vie des milliers de jeunes, l'ancien externat accueille désormais des personnes âgées. Disponible auprès du public, le livre, lui, joue son rôle de trait d'union, porteur de souvenirs pour les anciens, témoin pour les plus jeunes d'une autre époque. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Je vous retrouve demain à midi. D'ici là, passez une très belle soirée.